Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, je suis effectivement responsable du département de la conjoncture à l'INSEE. C'est le département qui fait la synthèse des informations conjoncturelles et qui propose des prévisions de très court terme. Nos prévisions ne vont pas à un horizon supérieur à 2 à 3 trimestres. Alors, le titre de l'intervention a été, je ne vais pas dire imposé, mais suggéré fortement par l'Institut des actuaires. C'est tout un programme, vulnérabilité, inégalité et hausse des prix. Alors, j'ai essayé de faire au mieux. Sachant que, en général, on dispose des données macroéconomiques, d'indicateurs avancés assez rapidement, comme vous le savez, mais par contre, pour les données microéconomiques, pour notamment les questions de répartition, de distribution des revenus, du pouvoir d'achat, les données arrivent en général avec plus de retard, mais on a néanmoins les moyens d'avoir quelques indications. Alors, cette question de distribution, elle est bien sûr importante, puisque, comme vous le savez, comme François l'a rappelé tout à l'heure, l'inflation, du moins en 2021 et en 2022, elle a été au départ essentiellement importée. Autrement dit, les prix de nos importations ont évolué beaucoup plus rapidement que les prix de ce que l'on vend, de nos exportations. Et donc, cette inflation, elle dégrade le revenu national, et donc les pertes doivent être réparties. Alors, les administrations publiques, l'État, les finances publiques ont pris largement leur part, notamment avec le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, mais il reste une inflation très élevée pour les ménages. Et donc, je me centrerai sur la situation des ménages dans cette présentation, en rappelant à la fois les mouvements des principaux indicateurs macroéconomiques, sans être trop redondant avec François, et les informations récentes disponibles au niveau plus micro sur l'inflation, sur les revenus, le pouvoir d'achat, et ensuite sur l'étape d'après, c'est-à-dire sur la consommation des ménages. Au début de chaque petite partie, je ferai un petit zoom sur ce que donnent les résultats de l'enquête de conjoncture auprès des ménages, puisque, comme vous le savez, chaque mois, l'INSEE interroge un panel de ménages pour avoir leur opinion sur la situation économique. Alors, vous avez ici, depuis 1991, superposé à la fois le glissement annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est la courbe bleue, l'échelle de bleu également à gauche, et le solde d'opinion sur l'évolution passée des prix. Alors, c'est issu justement de l'enquête de conjoncture auprès des ménages. On demande, en résumé, aux ménages si les prix ont beaucoup augmenté, pas raisonnablement, mais de manière modérée, sont restés stables ou ont diminué. Alors, naturellement, la proportion de ménages en ce moment qui répondent que les prix ont diminué est très faible. Et on forme le solde d'opinion, donc ce sont les réponses plus, moins les réponses moins. Et ce solde d'opinion, donc c'est l'échelle de droite, il apparaît somme toute assez corrélé avec le glissement annuel des prix. Alors naturellement, comme tout graphique où on met deux courbes avec des échelles différentes, on peut toujours positionner les courbes de telle sorte à dire beaucoup de choses. Mais en tout cas, on avait une décorrélation au moment du passage à l'euro, en 2001-2002, que vous voyez ici. 15 ans, ça a mis 15 ans à peu près à se résorber. Et depuis, on a à nouveau une corrélation, enfin, les courbes étaient corrélées, mais avec ce décalage, cette corrélation entre les courbes. Alors, ce qui va déterminer l'opinion des ménages, c'est en partie la composition de l'inflation. Je ne reprendrai pas ce graphique que François vous a montré. Je n'ai simplement pas le même code couleur, mais l'idée est bien la même. C'est-à-dire que ce sont les prix de l'énergie d'abord, en rouge, tout au long de l'année 2021, puis 2022, puis les prix de l'alimentaire en vert, qui
qui ont très largement contribué à la hausse de l'inflation. Il faut savoir que les poids ici ne sont pas les mêmes. Hein. L'énergie, c'est 9% de la consommation des ménages. L'alimentaire, c'est à peu près 16%. Les services, c'est la moitié, donc c'est la partie jaune. Et le reste, hein, les produits manufacturés, c'est à peu près un quart. Donc les évolutions annuelles ont été vraiment très importantes, hein, pour que notamment l'énergie, qui ne pèse entre guillemets que 9%, contribue autant à l'inflation. Alors, si on regarde les choses par catégorie de ménage, puisque c'est l'exercice qui m'a été demandé, nous ne disposons pas de données en dur sur l'inflation de chaque ménage, de chaque personne, puisque nous avons tous une inflation différente. Vous vous chauffez au gaz, je me chauffe à l'électricité, vous possédez une voiture pour aller au travail ou que sais-je pour vous déplacer, je n'en possède pas. Inversement, j'achète d'autres choses. Donc chaque panier de consommation est différent. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris les données de la dernière enquête sur ce qu'on appelle le budget des familles, donc la structure de consommation des ménages, et nous avons appliqué à un niveau fin l'évolution des prix. Là, c'était un exercice mené en janvier dernier, donc l'évolution des prix sur un an entre janvier 2022 et janvier 2023. Et ici, vous avez représenté les écarts à la moyenne, à l'inflation d'ensemble, qui était en janvier et qui est toujours du même ordre, d'ailleurs de 6% sur un an, par catégorie de ménage. Donc ces écarts, ce sont les points, là, les points foncés qui apparaissent. Et les bandes de couleurs, ce sont les contributions, enfin ce qui explique ces écarts, avec naturellement des fortes contributions des énergies, hein, c'est la contribution en rouge, et de l'alimentation, c'est la contribution verte, donc c'est le même code couleur que le graphique précédent, avec une inflation qui est plus élevée pour les plus âgés. Alors, ce qui peut s'expliquer en partie par le fait que les ménages jeunes sont davantage locataires, les plus âgés sont davantage propriétaires, c'est-à-dire que les loyers à ce stade sont capés quand même, comme vous le savez, l'indice de référence des loyers est capé à 3,5% sur un an. Le loyer va peser sur le budget des ménages les plus jeunes, laissant moins de place, si je puis dire, en termes de contribution à l'alimentation, par exemple, ou à d'autres postes. Inversement, les plus âgés peuvent être aussi davantage confrontés à l'inflation sur les énergies du logement, et ils sont propriétaires plus souvent, avec des logements qui sont souvent plus vastes que les plus jeunes. Donc vous avez cette inflation plus importante pour les ménages plus âgés, plus importante pour les ménages qui habitent dans les petites villes ou dans les zones vraiment rurales, avec là un poids des carburants, hein, qu'on voit apparaître en positif, en écart à la moyenne dans les zones rurales et en négatif dans l'agglomération parisienne. Des écarts également par catégorie de niveau de vie, hein, que vous voyez, là c'est la dernière partie de la diapo, tout à droite. Alors moins spectaculaire peut-être que les précédents, mais tous ces écarts se combinent naturellement, et la situation de chaque ménage est différente, et c'est pour cela que nous avons regardé les choses aussi à un niveau encore plus individuel, enfin en tout cas en regardant la dispersion de ces moyennes au sein de chaque catégorie. Donc là, ce sont les mêmes catégories qui sont représentées, mais vous avez non plus les écarts à la moyenne, mais les quartiles d'inflation au sein de chaque groupe. Hein. Donc vous avez le point bleu au milieu qui est la médiane au sein du groupe. Donc vous retrouvez d'ailleurs, la médiane est proche de la moyenne, là pour l'ensemble c'est à peu près 6%. Et vous avez les écarts interquartiles, donc typiquement c'est autour de 4,7 là pour l'ensemble,
Ça veut dire que vous avez 25% des ménages dont l'inflation était inférieure à peu près 4,7, et puis c'est 7,6, 7,7 là pour le point rouge en haut. Ça veut dire que vous avez un quart des ménages qui ont fait face à une inflation supérieure à cette grandeur. Alors cet écart interquartile, il peut être assez grand. Bon, sur l'ensemble, il est d'à peu près entre 2 et 3 points. Mais quand on regarde à un niveau plus fin, par exemple la catégorie des personnes, des ménages les plus âgés, vous voyez, on arrive vite à un écart interquartile de l'ordre d'à peu près 4 points. Donc beaucoup de disparités. Alors ces données, elles sont amenées à évoluer. Celle-là, il s'agit d'un exercice fait sur le mois de janvier. Si on refait le même exercice maintenant au mois de mars, au mois d'avril, on va avoir un poids de l'alimentation plus important et un poids de l'énergie moins important. Donc on va actualiser régulièrement ces exercices. Alors si je me tourne maintenant du côté non plus des prix, mais des revenus, en commençant comme tout à l'heure par vous montrer ce que pensent les ménages au fond, à partir toujours de cette enquête de conjoncture. Vous avez ici les soldes d'opinion, à la fois sur ce que les ménages pensent de la situation en France. Alors c'est le niveau de vie, c'est la courbe rouge en bas, le niveau de vie en France passé, et puis la courbe bleue, également bleu ciel, niveau de vie en France futur. Alors ce sont des courbes qui sont sensibles naturellement à la situation économique, mais aussi à d'autres facteurs. Typiquement, si vous regardez bien, la courbe bleu ciel, elle a connu des bouffées d'optimisme à la mi-2007, à la mi-2012, à la mi-2017. Et si je remontais en arrière, je retrouverais non plus les quinquennats, mais les septennats. Donc chaque élection présidentielle a donné lieu à cette bouffée d'optimisme qui retombe, hélas, très vite là, sur le niveau de vie futur. Chaque élection présidentielle, depuis, enfin la série, elle existe depuis les années 70, là, je n'ai pas tout montré, sauf celle de 2022, parce que celle de 2022, elle a coïncidé effectivement avec le début de la guerre en Ukraine et l'accentuation des pressions inflationnistes. Donc vous voyez, rien de tel là sur la mi-2022. Alors les ménages, ils sont en général plus optimistes ou moins pessimistes pour eux-mêmes que pour le pays en général. Donc les courbes jaunes et vertes là, concernent la situation personnelle des ménages, donc le solde d'opinion sur le passé et puis sur le futur. Mais la confiance reste néanmoins, quand on fait l'agrégation de tous ces indicateurs, et puis d'autres indicateurs sur la capacité d'épargne, etc., et sur l'opportunité de consommer, je montrerai ça tout à l'heure, la confiance, elle reste à un niveau dégradé depuis le début de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, les récents débats sur les protestations sur la réforme des retraites, finalement, n'ont pas fait beaucoup bouger ces indicateurs qui étaient déjà assez bas du fait de l'inflation. Alors, quand on regarde les choses sur longue période, en termes de niveau de vie, de pouvoir d'achat, vous avez représenté ici l'évolution du produit intérieur brut, c'est la courbe jaune, dorée, donc en niveau, avec naturellement notamment le premier confinement là, avec une baisse inédite, un pouvoir d'achat qui a été globalement préservé avec des fluctuations au trimestre, le trimestre du fait des pouvoirs publics, mais un pouvoir d'achat par tête, par personne, plus précisément par unité de consommation, qui, depuis la crise de 2008-2009, comme vous le voyez, avait peu évolué sur une dizaine d'années, était somme toute relativement stable, depuis la grande crise financière de 2008-2009. Donc quand on ramène ces grandeurs au nombre de personnes, ou plus précisément ici d'unités de consommation.
Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour les tout prochains trimestres? Je vais passer assez rapidement. Il s'agit ici des variations trimestrielles d'emploi. L'emploi qui a été extrêmement dynamique en 2021, en 2022. On continue de prévoir un ralentissement, bon, sans exclure d'être surpris à la hausse, comme on l'a beaucoup été ces derniers temps. S'agissant des salaires, on a des salaires qui ne suivent pas complètement l'inflation. Et donc, on a à la fois des glissements annuels, donc il faut regarder le salaire total, qui est le salaire moyen par tête, qui est la courbe foncée, un glissement annuel des salaires de l'ordre de 5%. Donc, on n'est pas du même ordre que les 6% de salaire, mais ça reste des évolutions nominales qui sont importantes. Mais des évolutions réelles qui sont négatives. Un point particulier sur le dernier trimestre 2022, c'est la prime de partage de la valeur qui a connu un succès massif. Vous avez représenté ici les sommes en milliards d'euros versées chaque trimestre au titre de ce qu'on appelait auparavant, ce qu'on peut toujours appeler la prime Macron, qui s'appelait la PEPA, la prime pour le pouvoir d'achat, avec 4 milliards d'euros versés au second semestre 2022. Sans doute une part d'effet d'aubaine, même si normalement, théoriquement, cette prime ne se substitue pas aux salaires négociés ou aux évolutions du salaire de base. Mais si on regarde ce qu'aurait été l'évolution attendue du salaire de base d'après ces déterminants habituels, on conclut à un effet d'aubaine d'à peu près 30% de ces 4 milliards d'euros, c'est-à-dire que 1 milliard aurait été versé sous une autre forme en l'absence du dispositif, enfin plus d'1 milliard. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour ce début d'année? Enfin, les chiffres du premier trimestre, pour nous, ce sont encore des prévisions, puisque les comptes détaillés ne sont pas encore disponibles. L'INSEE publiera à la fin de cette semaine sa première estimation en dur de la croissance, mais il n'y aura pas encore les comptes, ce qu'on appelle les comptes d'agents, notamment les chiffres de pouvoir d'achat. Alors, ces chiffres ici sont désaisonnalisés, comme la plupart des indicateurs macroéconomiques, mais néanmoins, il apparaît une saisonnalité là, depuis 2 ans, liée au fait que vous avez des mesures qui interviennent souvent en deuxième moitié d'année, là, qui viennent fortement soutenir le pouvoir d'achat, notamment à la mi-2022. Vous voyez, c'est la barre bleue là, des prestations qui ont été largement revalorisé de 4% en juillet 22, le point d'indice de la fonction publique, et puis du côté fiscal, la poursuite de la réduction et puis la future suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance TV. Donc un pouvoir d'achat le trimestre qui a été plutôt dynamique au second semestre, compte tenu des mesures, mais par contre-coup, là, et compte tenu de la poursuite de la hausse des prix, qui passerait dans le négatif au premier comme au deuxième trimestre. Si on regarde les choses avec un pas annuel, alors nos prévisions ne vont pas au-delà de la mi-2023 à ce stade. C'est seulement dans un mois et demi que nous publierons les prévisions détaillées sur l'ensemble de l'année. Mais on a ce qu'on appelle un acquis de croissance du pouvoir d'achat qui est négatif, moins 0,4 donc en acquis à mi-année, et puis moins 0,7 quand on ramène à la croissance, quand on tient compte de la croissance de la population. Du côté de la consommation, maintenant, alors je reviens comme dans les parties précédentes à l'enquête d'opinion. Les ménages, très clairement, nous disent qu'ils sont plutôt enclins à être fourmis que cigales, c'est-à-dire que le solde d'opinion sur l'opportunité d'épargner, donc en orange, reste très élevé.
tandis que le solde d'opinion sur l'opportunité de faire des achats importants et reste depuis la mi-2022 à un niveau très faible. Donc, on pourrait imaginer, il y a plusieurs... La théorie peut dire plusieurs choses quant au comportement de consommation, quand il y a une anticipation de forte inflation. On pourrait imaginer des effets de consommation immédiate, donc un surcroît de consommation qui viendrait par rapport à des craintes de hausse des prix encore plus massives au cours des prochains mois. Ce qui se passe, c'est plutôt un comportement de tentative de préservation de la valeur réelle du stock d'épargne. Et donc, c'est ce qu'on observe ensuite dans les chiffres de consommation des ménages. Là, vous avez ici les variations trimestrielles de la consommation, donc au trimestre, le trimestre, avec donc les dernières données en dur portent sur le dernier trimestre 2022, avec notamment des contributions négatives en vert qui concernent l'alimentation, dont la consommation a continuellement diminué tout au long de l'année 2022, en lien a priori avec la hausse des prix. Alors quand on regarde les choses en valeur, c'est plus stable, mais en volume, puisqu'il s'agit bien de données en volume, la consommation a diminué, le delta, la différence se faisant via la hausse des prix. On s'attend à un rebond très modeste de la consommation des ménages en début d'année, un rebond en partie mécanique du fait d'effets météo et malgré le comportement de sobriété qui se poursuit, mais le dernier trimestre avait été particulièrement clément, donc on s'attend quand même à un petit rebond de la consommation d'énergie. Une interrogation sur la poursuite et l'ampleur de la baisse de la consommation alimentaire, puisqu'à un moment, on peut imaginer que les arbitrages commencent à se faire aussi sur d'autres postes, du moins pour les ménages qui le peuvent. Donc une consommation qui n'apporterait pas beaucoup d'impulsion à l'activité économique globale au cours des tout prochains trimestres. Alors nous avons demandé aux ménages, dans notre enquête de conjoncture, s'ils changeaient leurs habitudes de consommation, s'ils les avaient changées face à la forte hausse des prix. Donc vous avez ici les réponses. Alors 2/3 à peu près des ménages nous disent avoir changé leurs habitudes de consommation depuis un an du fait de l'inflation. La raison était explicitement précisée dans la question. Quand on regarde les choses dans le détail, alors c'est un peu l'inverse de ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'inflation. De ce point de vue, ce n'est pas complètement intuitif. Ce sont davantage les jeunes qui nous disent changer leurs habitudes de consommation que les plus âgés. Alors ça peut s'expliquer peut-être par le fait que les plus âgés font face à une inflation certes plus élevée, mais ont par ailleurs un patrimoine ou un stock d'épargne plus important, et donc peut-être plus de marge de manœuvre pour conserver leurs habitudes. Voilà. Après, une autre explication plus sociologique pourrait dire que les plus âgés sont moins enclins à changer leurs habitudes, mais j'ai aucune compétence là pour avancer ce type d'argument. Quand on regarde dans le détail, puisqu'on leur a demandé sur quel poste ils cherchaient à changer leurs habitudes, notamment s'agissant des achats de la vie quotidienne, sans surprise, c'est sur l'énergie pour le logement et sur l'alimentation que les ménages ont cherché le plus à faire des économies.
Et quand on s'intéresse, comme ici, aux seuls ménages qui ont déclaré avoir modifié leurs habitudes de consommation alimentaire, donc là, le champ, ce n'est pas l'ensemble des ménages, mais bien ceux qui ont déclaré avoir changé leurs habitudes de consommation alimentaire. 40% nous disent consommer moins. Bon, ça se traduit ensuite dans les chiffres macro que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, un quart, un changement d'enseigne pour faire les courses. Un quart, enfin, les ménages pouvaient répondre à plusieurs items en même temps, un quart qui nous disent avoir changé de gamme de produits. Alors, ce n'est pas de la consommation, c'est de l'investissement des ménages, mais si on regarde du côté de l'immobilier, c'est aussi sans doute une des premières conséquences concrètes du durcissement de la politique monétaire. L'investissement des logements des ménages, ici avec les résultats de l'enquête trimestrielle de conjoncture auprès des promoteurs, est plutôt orienté à la baisse depuis quelques trimestres. Et les résultats de la dernière enquête publiée hier, du coup je n'ai pas pu les intégrer au diapo que je vous ai envoyé avant-hier, là, prolonge la tendance à la baisse pour les résultats du mois d'avril 2023. En termes de taux d'épargne, puisqu'on a évoqué les revenus, on a évoqué la consommation et l'investissement des ménages, donc si on regarde leur taux d'épargne, il reste plus élevé que ce qu'il était avant la crise sanitaire, comme vous le voyez sur cette courbe. Pour autant, y a-t-il un matelas d'épargne disponible, comme on a pu le croire à un moment, qui serait de nature à soutenir la consommation et l'activité économique? Quand on regarde le total des actifs financiers des ménages tels que le publie notamment la Banque de France, on a certes quelque chose qui est relativement dynamique en nominal, mais qui l'est beaucoup moins en termes réels, comme vous le voyez sur la courbe, depuis quelques trimestres, quand on prend en compte l'inflation. Donc cette épargne, elle est en partie érodée par l'inflation. Nous avons travaillé par ailleurs avec quelques banques, le Crédit Mutuel, Alliance Fédérale et la Banque Postale, qui nous ont permis de faire cet exercice de suivi du patrimoine financier brut des ménages à un niveau plus micro. Alors désolé, il y a beaucoup de courbes sur cette diapo, mais vous pouvez vous focaliser sur, par exemple, les revenus inférieurs au premier quartile, donc la courbe dorée, à la fois leur patrimoine en euros courants, c'est en très plein, et puis en euros constants après prise en compte de l'inflation. Donc vous voyez une baisse en euros constants depuis la mi-2021, du côté Crédit Mutuel, du côté aussi de la Banque Postale, qui n'a pas forcément exactement la même clientèle. Et puis si on regarde les revenus supérieurs au troisième quartile, vous avez une baisse moins prononcée, mais également des effets de l'inflation sur la valeur du patrimoine financier. Si on cherche des indicateurs de précarité avancés, alors le taux de pauvreté est toute une construction là qui n'est disponible qu'un an et demi après l'année de référence. Si on regarde la proportion de ménages qui sont à découvert à la fin du mois, alors c'est peu, on peut le déceler, mais c'est pas majeur sur les courbes. Il y a tout de même une petite remontée depuis la mi-2021, si on regarde de près, mais d'un ou 2% sur ces courbes. Donc il n'y a pas
une aggravation massive de la précarité financière au sens de cet indicateur à ce stade, mais une petite évolution qui est positive, enfin positive, vers plus de ménages en précarité financière qui est à suivre. Voilà pour ces quelques résultats, à la fois en mélangeant, en tentant de mêler le macro et puis le micro, malgré des données qui sont forcément disparates et tout n'est pas encore mis en cohérence à ce stade, notamment au niveau micro. À propos de micro, donc voilà, on va le prendre. On a un peu de retard, on a le temps, on va dire, pour 2 questions. Donc, s'il y a des questions auxquelles je tenterai de répondre. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Quand on a mis ce titre qu'on vous a imposé, en fait, ce qu'on souhaitait aussi voir, c'est est-ce que finalement l'inflation peut être un facteur qui va recreuser certaines inégalités en France et du coup peut-être intensifier les risques de conflits sociaux ou autres. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous observez, que vous mesurez? Est-ce que c'est peut-être pas que conjoncturel le sujet, il est peut-être un peu plus profond. Est-ce que c'est en tout cas une dimension que vous regardez et une crainte que vous avez ou un facteur que vous étudiez? Après, moi, comme conjoncturiste, comme prévisionniste, qui fait un métier au fond très proche de celui de François Cabot qui m'a précédé ici, c'est pas spontanément ce qu'on regarde au départ. L'INSEE mesure le taux de pauvreté, hein, mesure les inégalités par ailleurs, mais du fait de la numérisation des échanges, et on dispose de plus en plus de données intéressantes potentiellement pour regarder ces points-là de manière un peu avancée. Donc c'est ce qu'on essaye de faire typiquement avec des partenariats avec certaines banques qui nous ont ouvert, enfin, dans des conditions très strictes, hein, vous l'imaginez, avec moult conventions et un encadrement juridique important, qui nous ont ouvert leurs données pour tenter de regarder d'un peu plus près effectivement ce qui se passe au niveau micro, au niveau des inégalités. Après, moi, chaque trimestre, je publie des prévisions économiques de court terme relativement détaillées, mais je ne publie pas de prévisions d'indicateurs d'inégalité, ne serait-ce que, comme vous l'avez vu, hein, je pense que ce sont des indicateurs qui ont un sens, à mon avis, davantage au niveau annuel. Parce qu'au mois le mois, au trimestre le trimestre, ça peut être intéressant à regarder. Alors, quand on a des chocs comme les confinements ou des choses terribles là, qui nous tombent dessus, mais vous avez sur les revenus des ménages un impact non négligeable des mesures et de leur calendrier. Alors ça n'a pas forcément beaucoup de sens de dire ah bah, tel trimestre, voilà, on a baissé la redevance télé et puis la taxe d'habitation, enfin ce qu'on voit là au dernier trimestre 2022 par exemple. Alors du coup, bon, on va dire le pouvoir d'achat remonte, mais ensuite ça a tel impact sur les inégalités, mais ensuite vous avez le contre-coup au trimestre suivant. Alors à commenter tout ça et à jeter sans explication, enfin on essaie d'expliquer le plus possible à l'opinion publique, ça serait sans doute compliqué. Mais on essaye, en essayant de faire un peu feu de tout bois, hein, on travaille sur les données de consommation avancées avec le groupement des cartes bancaires CB, hein, qui nous permet de suivre en temps quasi réel un peu l'évolution de la consommation des ménages, enfin avec certains caveats, hein, mais de regarder effectivement les choses à un niveau un peu plus micro. S'il n'y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Merci à vous.